Déstabilisation du Mali toujours d'actualité. Omar Mariko reçoit un financement discret d'Alassane Ouattara. La médiation togolaise doit être interpellée. Première partie. Omar Mariko est un personnage politique extravagant, trublion et haut en couleur bien connu au Mali. Né en 1959, il a aujourd'hui 64 ans. Ancien leader de l'Association des élèves et étudiants du Mali, il a acquis une relative notoriété grâce à ce mouvement étudiant. Il est à ce titre l'un des principaux artisans, au début des années 90, de la chute de l'ancien président malien Moussa Traoré. Auréolé de ce succès, il a entrepris une carrière politique pour devenir président du Mali. Pour ce faire, il a créé en 1996, avec certains de ses amis, un parti politique, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, un parti marxiste-léniniste en opposition radicale au nouveau président Alpha Omar Konaré, qu'il estime lui avoir volé le poste de premier président civil post-Moussa Traoré qui lui revenait de droit. Il faut dire que l'homme est dévoré par l'ambition et pour assouvir cette ambition, il est cité dans tous les faux coups qui ont émaillé le Mali ces dernières décennies. Et on peut en citer pas mal. Par exemple, à la suite du coup d'État qui renversa le président Amadou Toumani Touré, dit ATT, dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, Omar Mariko et son parti politique la SADI ont créé le mouvement populaire du 22 mars, MP22, en soutien au capitaine Aya Sanogo, dont il est demeuré très proche et qui lui avait promis le poste de Premier ministre après la transition. Omar Mariko affirme à ses proches, pour s'en vanter, qu'il a participé à la planification du coup d'État du côté du capitaine Sanogo. Quand la population se soulève contre Aya Sanogo et ses sbires, qui ont organisé le massacre des militaires bérets rouges, réputés proches du président déchu ATT, qui fut l'un des leurs, Omar Mariko devient violent envers les manifestants. Ainsi, il est impliqué dans une affaire de violence à l'endroit de 2 étudiants, le 30 avril 2012, le jour du contre-coup d'État des bérets rouges, qu'il fait battre à sang par sa garde rapprochée. Omar Mariko est inculpé pour complicité de coups et blessures volontaires par la justice malienne. Ce n'est pas tout. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, est élu, à l'issue de la transition, et fait arrêter Aya Sanogo afin qu'il réponde du massacre des bérets rouges, il est visé par une tentative de coup d'État. Les services de la sécurité d'État découvrent un complot visant à assassiner le président IBK. Parmi les comploteurs arrêtés, il y a le sergent-chef Amara Silla, un des gardes du corps de Mariko, qui le jour J lui a emprunté sa voiture. Cependant, Omar Mariko a prétendu qu'il n'était pas mêlé à ce complot, pour lequel son véhicule avait pourtant été utilisé. Après l'échec de cette tentative d'assassinat contre IBK, ils se mettent en tête de le renverser par la rue. Alors ils poussent les épouses des militaires du camp de Kati, assassinées à Aguelok par les djihadistes de son ami, le terroriste Iyad Aggali, à manifester contre le régime et les tueries de soldats. Iyad Aggali et Omar Mariko sont de vieux amis qui se connaissent depuis 1991. Ils ont eu des contacts fréquents, notamment au nord Mali et à Alger, avant le début de la rébellion de l'Azawad. Avant le début de la guerre lancée par les hommes d'Iyad Aggali, Omar Mariko reconnaît qu'ils ont échangé des coups de fil fréquents, et ces appels ont continué bien après le début de la rébellion qui massacrait les soldats maliens. Il fut plusieurs fois envoyé comme émissaire par le capitaine Aya Sanogo auprès d'Iyad Aggali. Pour se dédouaner, Mariko affirme que ses coups de fil et ses visites à son terroriste de pote visaient à le convaincre de conclure un accord avec le gouvernement avant que les soldats des forces internationales ne soient déployés au Mali et constituent une troisième force engagée dans le conflit. Quand Aya Sanogo quitte le pouvoir, Omar Mariko fait tout pour que l'armée malienne perde face aux djihadistes afin que l'opinion publique se retourne contre le président IBK. Des écoutes téléphoniques révèlent qu'avant chaque offensive des hommes d'Iyad Aggali, notamment après le massacre d'Aguelok, en janvier 2012,
Omar Mariko prévenait les soldats pour leur dire de fuir avant de se faire tuer. Ainsi, l'armée reculait et le régime se trouvait accusé d'incompétence. L'objectif était que la rue se soulève et chasse le président. Ibeka fut renversé par les colonels Assimi Goïta, Sadio Kamara, Malik Diaw, Ismaël Ouagé et Modibo Kone, non pas seulement par les rodomontades de Mariko, mais bien parce que des militaires victimes et fatigués de voir mourir leurs camarades sur le front agissent. Fâché de n'avoir pas été nommé Premier ministre par les nouveaux hommes forts du pays, qui lui ont préféré Shogel Kokala Maïga, son éternel rival depuis les années 90, Omar Mariko va se retourner contre eux et s'atteler à les salir et à les discréditer auprès de l'opinion publique malienne. Alors il injuria le Premier ministre qu'il traita de couard, de peureux, qu'il avait failli frapper quelques années plus tôt et qui se serait enfui comme un lâche. Ce dernier porta plainte contre lui pour injure publique. L'affaire suivait son cours tranquillement. Ensuite, lors d'une intervention publique, il accusa l'armée malienne de s'être rendue coupable de massacres de centaines de civils innocents à Moura. Il parla de près de 200 civils massacrés. Convoqué par le procureur de la commune 3 pour s'expliquer sur ces assassinats de civils dont il prétendait avoir la preuve, Omar Mariko le courageux a choisi de s'enfuir. Il a fait publier une photo de lui à Moscou, faisant ainsi croire qu'il avait trouvé aide et protection auprès de Vladimir Poutine. Puis, on a retrouvé ses traces au Niger chez Mohamed Bazoum, l'ennemi juré d'Assimi Goïta, et enfin à Abidjan, chez Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau, un autre ennemi juré d'Assimi Goïta. Mais là, sa situation n'est guère reluisante. En effet, Abidjan est la plaque tournante des pontes du régime déchu du défunt président Ibeka. Tous les anciens barons du régime de la prévarication sont déjà installés au bord de la lagune ébriée et s'y sentent chez eux. Aucun de ces gens n'aime Omar Mariko. Il lui voue une haine mortelle. Il n'oublie pas que ce lascar fut impliqué dans la tentative d'assassinat contre Ibeka et participa activement à la manipulation civilo-militaire qui a abouti au coup d'État qui les a renversés, chassés du pouvoir et conduits à l'exil. Aucun d'entre eux ne veut le recevoir ni parler avec lui. Ils trouvent qu'il sent mauvais, mauvais comme la peste des marécages qui pourrit tout ce qu'elle touche, animaux comme humains. Les autorités ivoiriennes également se méfient de lui. Il est trop connu pour son addiction au coup d'État et au soulèvement populaire contre les gouvernements. Pire, il s'était permis, dans ses diatribes, de bien injurier directement le dieu Ouattara. Son seul contact, soutien et tuteur en Côte d'Ivoire est un certain colonel Kone Zakaria, originaire comme lui du Mali. Le colonel Kone Diakaridia, alias Kone Zakaria, malgré toutes ses gesticulations, peine à faire recevoir en haut lieu son encombrant hôte. Abandonné et livré à lui-même, étroitement surveillé par les services de renseignement ivoiriens, Mariko va errer dans les rues d'Abidjan. Il multipliera les appels du pied en direction de Niamey et de Moscou à la recherche de soutien pour, dit-il, renverser d'un coup sec le régime malien. Mais rien. Personne ne l'écoute. Et survint la crise des 49 soldats ivoiriens, d'abord incarcérés, inculpés, puis condamnés au Mali. En colère, le régime ivoirien veut orchestrer par tous les moyens la chute du régime des colonels maliens. Et c'est là une excellente aubaine pour Omar Mariko et Kone Zakaria. Comme dit l'adage, on ne choisit pas la qualité de l'eau qui doit servir à éteindre le feu. Et la seule eau disponible en ce moment-là, c'était Omar Mariko. Fin de la première partie. À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, le danger, il est à nos portes. Ouais. Chez nous-mêmes, d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger
et prendre son peuple et son armée comme complice, se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête les contrats de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour le Niger par rapport à l'ère iranienne et les recherches, je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal le Niger résister au soulèvement du peuple et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis ce qui arrive, dans ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors croyons. En tout cas pour le Mali, on est parti. Je le répète, je ne me lasserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la peur, les entrepreneurs de la peur. Vous savez, je me permets de dire ce que je veux. Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Hein. Je n'ai aucun devoir de réserve. Absolument. Est-ce que je suis ambassadeur de personne, je suis un citoyen malien, je suis un parlementaire, je suis libre de dire ce que je pense et dans les termes et les propos et la formule que je veux, pourvu que ça soit bien compris par les Maliens, par les Africains et au-delà dans le monde. J'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'arguments pour démontrer que le principal ennemi de cette Afrique, c'est la France. Nous devons bouter la France de l'Afrique ou que la France elle-même se change et qu'elle nous apporte un nouveau langage. Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le peuple français. Mais la politique française et sa diplomatie ont saigné l'Afrique et ont détruit les Africains. C'est là où on ne l'accepte plus. C'est pourquoi je dis qu'Abri Mouar n'a pas peur de couteau. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.